Le Spitfire est l'un des plus formidables et des plus célèbres avions jamais construits. Encore aujourd'hui, il captive toujours autant le public, jeune et plus âgé, avec sa grâce et sa beauté. Il a très certainement inspiré un bon nombre de personnes à devenir pilotes. Certains s'étonnent qu'une telle beauté puisse devenir une machine à tuer. Et pourtant, si. Le Spitfire a combattu durant la Seconde Guerre mondiale sur tous les théâtres d'opération de l'Europe au Pacifique. Il s'est révélé performant dans des fonctions aussi diverses que celles de chasseur, bombardier ou encore dans des missions de reconnaissance. En réalité, le Spitfire fut le seul chasseur à être produit avant même le début de la Seconde Guerre mondiale, et bien après. Alors que ses alliés et ennemis dans le ciel avaient disparu, le Spitfire continua d'être développé, et ce, en 24 versions différentes. Aujourd'hui, une petite cinquantaine de Spitfire continuent à voler, alors que près de 22 000 furent construits. L'histoire du Spitfire commença dans les années 30. Durant les années qui suivirent la fin de la Première Guerre mondiale, les compétitions aériennes devinrent un sport très à la mode. La première de ces compétitions fut le trophée Schneider. Et elle fut remportée par une équipe de pilotes de la Royal Air Force en 1929. Ils s'alignèrent sur un hydravion construit par l'entreprise Supermarine. Cette firme se forgea un solide palmarès en construisant ce type d'appareil, ce qui lui permit d'asseoir sa réputation de constructeur émérite à travers ce siècle de conflits. En 1930, Supermarine s'associa au motoriste Rolls-Royce afin de mettre au point une nouvelle machine de compétition. Les règles du trophée Schneider stipulaient qu'un pays gagnant 3 fois d'affilée cette compétition conserverait ce trophée à vie. Et en 1931, Supermarine et Rolls-Royce s'imposèrent de nouveau, instituant un nouveau record du monde de vitesse jamais égalé. L'avion fut imaginé par l'ingénieur en chef Mr. Reginald Mitchell, soutenu par Rolls-Royce. Cet exceptionnel duo contribuant à la fabuleuse renommée naissante du Spitfire pendant le trophée Schneider. Le début des années 30 fut agité en Europe. Les nazis, sous l'emprise d'Adolf Hitler, exerçaient leur pouvoir en Allemagne. Ils commencèrent à reconstruire leurs forces armées malgré les sévères restrictions imposées suite au traité de Versailles. Suivant les clauses de l'armistice, l'Allemagne ne pouvait en aucun cas posséder de flotte aérienne. Hitler, misant sur le fait que la plupart des chefs d'État européens refuseraient tout risque de nouveaux conflits, autorisa la construction d'une nouvelle armée de l'air équipée des derniers prototypes de chasseurs et de bombardiers monoplans. Dans l'esprit des Anglais, les bombardiers étaient l'arme ultime de terreur, impossible à éliminer, quelles que soient les défenses employées. Ceci était dû au fait que les villes anglaises furent bombardées par les Zeppelins et les bombardiers allemands Gotha durant la Première Guerre mondiale. Reconnaissant que leur défense était devenue obsolète, le ministère de l'Air britannique émit un nouveau cahier des charges pour les futurs chasseurs monoplaces. Chez Supermarine, Mitchell, fort de son expérience du trophée Schneider, travaillait sur les plans d'un nouveau chasseur. Le gros problème était d'arriver à loger 8 mitrailleuses dans une aile aussi mince que possible afin de préserver les qualités aérodynamiques du futur appareil. La solution fut de construire des ailes elliptiques, donnant ainsi au Spitfire son dessin légendaire. Non seulement les 8 mitrailleuses purent être conservées à raison de 4 par côté, mais les caractéristiques aérodynamiques se révélèrent de surcroît exceptionnelles. La propulsion fut assurée par un nouveau moteur Rolls-Royce. Baptisé tout d'abord PV-12, il sera connu plus tard sous le nom de Merlin. Mais Mitchell fut devancé par l'un des concurrents de Supermarine, la firme Hawker et son ingénieur Sidney Cam, concepteur du Hurricane. Le Hurricane était un appareil tout à fait conventionnel.
Bien que monoplan, il était construit de la même manière que ses élégants prédécesseurs biplans des années 20 et 30. Toutefois, le Hurricane était infiniment plus simple à assembler. De surcroît, durant les débuts de la bataille d'Angleterre, il se révéla capable d'encaisser un nombre invraisemblable de coups au but sans finir au tapis. Tant qu'un organe vital n'était pas touché, le Hurricane ramenait son pilote à la maison. Le futur Spitfire, connu alors sous le type 224, était un appareil très complexe, construit à partir de techniques assurant à la fois légèreté et rigidité, mais difficile à mettre en œuvre en temps de guerre. En mars 1936, le modèle 224 fit son premier vol avec le pilote Matt Summers aux commandes. À l'atterrissage, il déclara cet appareil comme parfait et qu'aucune modification ne lui semblait nécessaire. Dès lors, en mai, la RAF commanda 310 type 224 sans même attendre le compte-rendu des tests. Mais d'où le Spitfire tient-il son nom? Les théories divergent. Le nom de la firme Supermarine, commençant par un S, il fut décidé que les nouveaux avions porteraient eux aussi un nom commençant par un S. Plusieurs noms furent alors proposés, dont Shrike et Shrew. Heureusement, ceux-ci furent écartés et apparut soudain le nom de Spitfire. Malheureusement, un an après le premier vol du Spitfire et les premières commandes, son génial créateur, R.J. Mitchell, décéda après un long combat contre le cancer. Son assistant, Joseph Smith, prit en charge l'évolution de l'appareil. En août 1938, les premiers Spitfire Mark I furent livrés à la RAF au 19e Squadron basé à Duxford, près de Cambridge. En Europe, les événements évoluaient vers une guerre certaine. Neville Chamberlain, le Premier ministre britannique, cherchait des garanties quant aux intentions d'Adolf Hitler. En août 1939, 10 escadrilles furent équipées de Spitfire avec pas moins de 200 appareils. Il faut préciser que seuls 150 d'entre eux étaient effectivement prêts à combattre. Les 77 premiers Spitfire Mark I étaient dotés d'une hélice bipale à pas fixe. À partir du 78e appareil, une hélice tripale à 2 pas fut installée. L'un des 2 pas correspondant au décollage et l'autre au vol. Les premiers avions furent livrés avec une verrière particulièrement étroite, ce que les pilotes de grande taille trouvèrent très inconfortable. Celle-ci fut rapidement remplacée par une version bombée qui devint un équipement standard. Il y eut également des améliorations à l'intérieur de l'avion. Le verre trempé fit son apparition sur la canopée et un blindage de 6 mm d'épaisseur fut placé à la fois derrière le siège du pilote et sur le tablier séparant le moteur de l'habitacle. Mais un autre problème apparut rapidement. Les mitrailleuses avaient tendance à geler à haute altitude. La solution fut d'abord de réchauffer les 8 Browning et en bouchant ensuite l'orifice des fûts des mitrailleuses avec un morceau de textile ciré afin de les garder au sec jusqu'à ce que les pilotes lâchent leur première rafale. De nombreux pilotes éprouvèrent des difficultés à s'adapter à ce nouvel avion. Un phénomène de claustrophobie s'empara par exemple des pilotes habitués aux cockpits ouverts. Le train d'atterrissage escamotable, une nouveauté pour certains, se révéla dangereux. En effet, bon nombre de pilotes oubliaient de le descendre avant d'atterrir. Avec l'association d'un train d'atterrissage quelque peu fragile et d'une voie étroite, atterrir avec un Spitfire par fort vent latéral devenait une manœuvre délicate. De surcroît, un pilote de Spitfire devait lâcher le manche en plein décollage pour rentrer le train. Le spectacle mouvementé d'un Spitfire au décollage, aux mains d'un pilote inexpérimenté, fait définitivement partie du folklore de cet appareil. Mon premier vol fut sur un Mark I, sur lequel vous deviez pomper pour rentrer le train. C'était donc très stressant lorsque vous décolliez pour la première fois avec un Spitfire.
Car en même temps que vous pompiez pour rentrer le train, vous deviez tirer le manche en arrière tout en maintenant pousser la manette des gaz. Une fois le train rentré, vous étiez à la fois terrorisé et très excité. Même le roulage demandait un certain temps pour s'y habituer. Bien que le nez de l'avion fût extrêmement gracieux, les pilotes ne voyaient pratiquement rien devant eux. La solution trouvée fut d'onduler en balançant la queue de l'avion de droite à gauche. Néanmoins, une fois que les pilotes eurent maîtrisé cette caractéristique, ils adorèrent le Spitfire. Une des répliques favorites consistait à dire que vous faisiez corps avec l'avion autant qu'il faisait corps avec vous. Quand vous montez dans votre voiture, vous vous attachez avec votre ceinture. Mais quand vous montez dans un Spitfire, vous attachez le Spitfire autour de vous. Vous devenez une partie du Spitfire et le Spitfire devient une partie de vous-même. Mais la légende a bien failli rester clouée au sol. La complexité à mettre en production cet avion décida le ministère de l'Air à annuler le programme. Heureusement, Supermarine arriva à persuader ce même ministère que les choses pouvaient grandement s'améliorer grâce à l'ouverture d'une usine spécifique à Castle Bromwich dans les Midlands. Le 1er septembre 1939, l'Allemagne envahissait la Pologne. Le 3, les Britanniques déclarèrent officiellement la guerre à l'Allemagne. Le 6 septembre, les Spitfire de l'escadrille 74 entrèrent en action pour la première fois. Mais cette première sortie se termina en tragédie lorsqu'ils abattirent accidentellement 2 Hurricanes de l'escadrille 56. Ce n'est pas avant le 16 octobre que les premiers avions ennemis tombèrent sous le tir des Spitfire. 2 Junkers Ju-88 et 2 Heinkel H-111 furent abattus par les Spitfire des escadrilles 602 et 603. Mais cette période avare en accrochage fut rapidement baptisée du nom de drôle de guerre. La Grande-Bretagne attendait de pied ferme des Allemands dont les raids aériens étaient pour le moins rares. Le Fighter Command britannique en profita pour améliorer sa stratégie. Le tragique accrochage des Spitfire avec les Hurricanes amenèrent les forces aériennes à plus de cohésion entre les différentes escadrilles de défense du ciel anglais. Il était essentiel que les opérateurs radars, les observateurs, les contrôleurs et les stratèges transmettent les informations en temps et en heure pour que le système de défense aérienne puisse fonctionner. Qui aurait pu prédire à l'époque à quel point les événements qui allaient suivre pendant l'été 1940 deviendraient si tragiques, événements que l'on connaîtra plus tard sous le nom de bataille d'Angleterre. Pour l'alerte, nous possédions des techniques. Des techniques de défense comme les radars et les opérateurs radars, sans lesquels je pense que nous n'aurions jamais gagné la bataille d'Angleterre, car beaucoup de pilotes et d'appareils furent sauvés grâce à ces techniques et ont donc pu continuer à voler. Le radar nous renseignait quant à la position de l'ennemi et les opérateurs se chargeaient de nous dire quel type et combien d'appareils ennemis arrivaient. En avril 1940, la drôle de guerre prit soudainement fin lorsque l'Allemagne envahit la Norvège. Les mois suivants, ce fut au tour des Pays-Bas et ensuite de la France d'expérimenter la fureur du Blitzkrieg allemand. Bien que le chef marshal du Fighter Command, Sir Hugh Dowding, autorisa quelques escadrilles du Spitfire à effectuer des patrouilles offensives au-dessus du Channel, la grande majorité des appareils fut conservée pour les combats à venir. C'était là assurément une excellente tactique, mais elle fut vivement critiquée à l'époque, à la fois par les pilotes auxquels l'inactivité pesait et par les troupes embarquant sur les plages de Dunkerque sous un déluge de fer et de feu. N'oublions pas que 67 Spitfire furent perdus pendant la bataille de France, des pertes que le Fighter Command ne pouvait en aucun cas se permettre.
De toute façon, on a tous fait notre maximum. On n'aurait pas pu faire plus. On était si peu de pilotes. Et si on se souvient bien, on ne pouvait pas aller bien loin. On avait à peine 1 heure d'autonomie, voire moins. On était sur le pied de guerre dès le lever du soleil et on rentrait ravitaillé et réarmé peut-être 10 à 11 fois par jour. Comment faire plus ? Mais de précieux enseignements furent tirés de ces événements. Ainsi, on réalisa que la tactique de vol à 4 appareils de la Luftwaffe se révélait bien plus efficace que les formations à 3 chasseurs de la Royal Air Force. De même, la portée, ou convergence des mitrailleuses, pour plus d'efficacité, fut ramenée de 350 à 200 mètres. L'indice d'octane du carburant fut notablement amélioré, ce qui permit d'augmenter la vitesse du Spitfire de 40 km/h au niveau de la mer et de 60 km/h à 3000 mètres. Avec la défaite de la France, les Britanniques se retrouvaient seuls. Le devoir de repousser l'idéologie nazie pesait soudain sur les seules épaules d'une poignée de jeunes pilotes. Le responsable de la Luftwaffe, le maréchal Hermann Göring, était convaincu qu'il pouvait mettre à genoux la RAF en quelques petites semaines, ce qui ouvrait alors la voie à une invasion terrestre de la Grande-Bretagne. Officiellement, la bataille d'Angleterre eut lieu entre le 10 juillet et le 31 octobre 1940. Le Fighter Command comptait 27 squadrons de Hurricanes et 19 de Spitfire. Les pilotes venaient d'un peu partout et pour la plupart étaient encore de simples novices. Il fut rapidement décidé, dès le début des hostilités, que ce serait aux Hurricanes d'attaquer les formations de bombardiers allemands, pendant que les Spitfire assureraient leur défense face aux chasseurs les escortant. Quand les combats ont commencé, l'apprentissage était très difficile. Il fallait apprendre à voler et quasiment en même temps apprendre à tirer. Durant mes premiers vols, les instructeurs me hurlaient à la radio de rompre le combat si j'étais attaqué. Je rompais, virais à droite ou à gauche, et soudain, après cette manœuvre, je me retrouvais seul dans le ciel, avec aucun appareil en vue. Du moins, pas un de mon squadron. Au fur et à mesure que la guerre avançait, on progressait nous aussi. Une fois notre apprentissage terminé, on entrait dans une période où l'on arrivait au sommet de notre art. Durant cette période d'apprentissage, on a perdu beaucoup de pilotes. Mais si l'on arrivait au bout de cet apprentissage, on avait alors beaucoup plus de chances de survivre. Le principal adversaire du Spitfire fut le Messerschmitt Bf 109. Ces deux appareils affichaient des performances quasi similaires, avec de petites différences dans certaines conditions de combat. Le Spitfire pouvait virer plus court et s'avérer légèrement plus rapide jusqu'à 5000 mètres. Mais le Messerschmitt avait un taux de montée supérieur et reprenait l'avantage en termes de vitesse au-dessus de 6500 mètres. De surcroît, le V12 Daimler-Benz du Messerschmitt était alimenté par injection, ce qui permettait au Bf 109 de prendre des jets négatifs, quelle que soit l'altitude. Le moteur du Spitfire était quant à lui alimenté par un carburateur à flotteur, ce qui nécessitait de la part des pilotes de savantes manœuvres afin de maintenir leurs appareils sous jet positif, sans quoi le V12 Merlin risquait de couper faute d'alimentation. J'ai pris en chasse plusieurs ME-109. Je ne sais pas qui avait le plus peur, lui ou moi. Mais on savait déceler quand un ME-109 voulait rentrer à sa base. Parce qu'il partait en piqué inversé. Avec son moteur à injection, le ME-109 pouvait prendre des jets négatifs. Et si vous aviez essayé de le suivre avec votre Spitfire, votre moteur aurait coupé. Le temps que le moteur reprenne, le ME-109 était déjà loin et hors de portée. Mais le principal inconvénient du Messerschmitt était son manque d'autonomie. Lors d'un raid à partir des côtes françaises, les chasseurs allemands décollaient, puis consommaient inutilement leur carburant en attendant que les bombardiers décollent à leur tour et se mettent en formation. Au bout du compte, les Messerschmitt 109 ne possédaient plus que quelques minutes d'autonomie pour combattre les Spitfire une fois en vue des côtes anglaises.
Là encore, mon expérience personnelle, c'était que les combats entre chasseurs étaient très courts. Je ne me souviens pas avoir eu un long duel avec un 109, car le ME-109 rompait rapidement le combat en partant en piqué. En fait, dès qu'on pouvait se placer derrière un 109, ce dernier rompait en piquant. On avait à peine le temps d'ajuster et de tirer. Vous pouviez essayer de le rattraper, mais c'était très difficile, car il fallait alors partir en très léger piqué afin de prendre un maximum de vitesse. De temps en temps, on pouvait atteindre un 109, mais c'était très rare. Et si vous y arriviez, c'était bien souvent un coup de chance. Le plus souvent, on ne le pouvait pas. Bien que les chasseurs de la Luftwaffe soient numériquement bien supérieurs, les appareils anglais volaient et combattaient au-dessus de leur propre base, ce qui leur permettait de rentrer ravitaillés et réarmés plusieurs fois au cours de la même journée, contrairement aux Allemands. Cette intense activité fut particulièrement éprouvante pour les pilotes britanniques qui bien souvent combattaient du lever au coucher du soleil. La fatigue était votre compagne de chaque instant. On avait bien à la base de petits bungalows avec des lits où l'on pouvait s'allonger. Mais la vraie fatigue, c'était d'attendre le plus souvent toute la journée le bruit de l'alarme. Le plus souvent, on était éveillé depuis 5h30 du matin et on passait la journée à guetter l'ennemi. En fait, cette fatigue, le fait d'attendre ce coup de téléphone qui nous donnait l'ordre de partir en vol, cette fatigue était la partie la plus stressante du pilote de chasse lors de la bataille d'Angleterre. L'objectif principal de la Luftwaffe fut tout d'abord les stations radars et les aérodromes situés dans le Kent et le Sussex. Une fois privés du radar, les chasseurs anglais deviendraient aveugles et incapables de décoller avant que les bombardiers allemands soient à portée de vue. Fin juillet, début août, le Fighter Command se retrouva à 2 doigts de perdre la bataille, le taux de perte des appareils devenant insupportable. Mais le maréchal Göring commit à cet instant l'une des nombreuses erreurs qui émaillèrent sa carrière durant ce conflit, en concentrant les attaques de ses bombardiers sur Londres, ce qui donna au Fighter Command le temps nécessaire pour refaire ses forces. Le 15 septembre 1940, la bataille d'Angleterre atteint son point culminant. Lors d'une dernière tentative pour défaire la RAF, la Luftwaffe lança des attaques à répétition. Pour les Anglais, résister à cette offensive signifierait l'impossibilité pour les Allemands de toute tentative de débarquement. La population regardait en l'air avec appréhension ces avions qui tissaient des dessins compliqués dans le ciel bleu de l'Angleterre. De temps en temps, l'un d'eux s'écrasait en flammes sur terre. 10 secondes à tirer sur son adversaire, c'était très éprouvant. Ça pouvait même aller jusqu'à 15 secondes. Et pendant ce court laps de temps, cela faisait déjà un paquet de projectiles qui sortaient de nos mitrailleuses et canons. L'ennemi était souvent trop loin, et même s'il était plus près, il restait difficile à toucher car il bougeait beaucoup. On nous a donc conseillé à un moment de tirer par petites rafales et de se repositionner entre chaque petite rafale. Sauf évidemment, si on était vraiment prêt, de vider nos chargeurs d'un coup. Et alors là, vous pouviez voir partir votre ennemi en flammes. Mais cela restait une chose très rare, car cet ennemi vous avait le plus souvent repéré depuis longtemps. Mais les pertes allemandes ne cessaient d'augmenter. Et fin septembre, le haut commandement germanique commença à sérieusement s'inquiéter. Du côté britannique, les pertes étaient aussi considérables, tant en termes de pilotes que d'appareils. 565 Hurricane et 352 Spitfire n'étaient jamais rentrés. Au plus fort de la bataille, les Spitfire Mark I commencèrent à être remplacés par des Mark II. La principale différence entre le Mark I et le Mark II fut une évolution du moteur Merlin qui voyait sa puissance dépasser désormais les 1000 chevaux. Aujourd'hui, ce Mark II qui vole sous vos yeux est l'un des nombreux appareils du musée volant de la bataille d'Angleterre. Il est aussi par ailleurs l'un des plus vieux Spitfire volants au monde.
Comme beaucoup de Spitfire, ce Mark II fut assemblé à l'usine de Castle Bromwich et rejoignit le conflit au mois d'août 1940. Tradition au musée volant de la bataille d'Angleterre, l'agencement de couleurs des appareils est changé périodiquement pour rendre hommage à tous les squadrons. Par exemple, la notation XTD sur les flancs commémore les avions du squadron de George Denholm. Membre de l'escadrille numéro 603, George Denholm fut crédité de la première victoire aérienne contre un appareil allemand au-dessus du territoire britannique. Toujours pendant la bataille d'Angleterre, George Denholm devint leader d'un squadron basé à Hornchurch dans l'Essex et survécut après avoir été abattu 2 fois. Un autre exemple, ce même Spitfire Mark II vola un temps sous les couleurs du 277 qui fut une unité de recherche et de sauvetage basée à Hawkinge dans le Kent. Le retour de ce Spitfire dans les rangs de la RAF fut financé par la Banque d'Angleterre. Les unités de recherche et de sauvetage furent créées en 1943. Les Spitfire embarquaient à leur bord un chargement largable constitué d'un canot, de nourriture et de médicaments pour les équipages abattus. Le Spitfire pouvait de surcroît patrouiller sur place en attendant que le bateau de sauvetage arrive et récupère l'équipage en mer. La défaite de la Luftwaffe en 1940 ne permit pas toutefois à la RAF de passer à l'attaque. La série des raids, connue sous le nom de Rhubarbs, fut lancée uniquement dans l'intention d'attirer les chasseurs ennemis. Dans le but de provoquer les Allemands, des raids baptisés cirques volants furent organisés autour d'un petit nombre de bombardiers escortés par de nombreux chasseurs. Mais les pilotes de chasseurs anglais eurent une bien mauvaise surprise lorsqu'ils furent confrontés à la dernière version du Messerschmitt, le Bf-109F. Cette nouvelle version du chasseur allemand se révélait très supérieure au Hurricane et plus manœuvrable que le Spitfire au-dessus de 6500 mètres. Si le travail sur la version Mark III du Spitfire continuait, cet appareil était bien loin d'être prêt, mais il fallait d'urgence un appareil plus performant. C'est ainsi que naquit le Spitfire Mark V. Le Spitfire Mark V reçut une cellule renforcée et une nouvelle version du Merlin qui développait désormais plus de 1200 chevaux. Le Mark V fut également équipé d'un nouvel armement, comprenant notamment 2 canons de 20 mm, soit un par aile. Les projectiles des mitrailleuses Browning 303 se révélaient en effet trop légers et n'occasionnaient que de faibles dommages. Toutefois, en concentrant un grand nombre de ces projectiles sur une cible, le tout associé à une cadence de tir élevée, on pouvait compenser le faible impact d'un projectile seul. Mais un canon tirant des obus de 20 mm pouvait causer bien plus de dégâts en très peu de temps. On tenta bien à l'époque d'installer des canons sur les Mark I, mais les vibrations se révélèrent beaucoup trop importantes pour ces fines mais fragiles ailes. Le problème fut réglé sur le Mark V en augmentant l'épaisseur relative de son aile et l'on put ainsi loger un armement de plus fort calibre. Le Mark V prouva rapidement qu'il pouvait être au moins l'égal du Bf-109. Mais la plupart des chasseurs allemands étaient désormais partis sur le front de l'Est, ce qui confirma Hugh Dowding dans sa conviction d'engager le moins de chasseurs possible dans la bataille. Alors que les pertes anglaises devenaient dangereusement significatives, les raids allemands furent brutalement suspendus en novembre 1941. On mettait notre vie en danger à chaque sortie, mais pourquoi? Objectivement, on avait exactement les mêmes chances d'être abattu que l'ennemi si notre circuit d'huile ou d'eau était touché pendant la bataille d'Angleterre.
Mais si on était touché, on avait alors très peu de chances de pouvoir rejoindre la base. Et même si on arrivait à se parachuter côté anglais, on n'avait pas d'équipement de survie et quasiment aucun bateau pour venir nous rechercher. On se battait, on a perdu beaucoup d'hommes, mais à l'époque, on ne comprenait pas la tactique alors employée. Mais même si je ne comprenais pas, j'allais me battre par devoir patriotique. Si on lisait les journaux de cette époque, la bataille d'Angleterre était présentée comme un immense combat de boxe. Mais on ne pouvait pas choisir son adversaire. On tirait sur ce qu'on avait la chance d'avoir dans le viseur à un moment ou à un autre. Et si on était attaqué, on essayait de s'en sortir. On ne changeait pas d'altitude pour aller chercher un ennemi. Ce n'était pas un jeu, mais bien une guerre. Une fois engagé, on restait concentré sur son objectif. Pendant la bataille d'Angleterre, on pensait en premier au danger. On faisait surtout attention à ne pas se faire tirer dessus avant même d'essayer de tirer sur l'ennemi. Aujourd'hui, certains Mark V volent toujours, y compris cet exemplaire appartenant au musée volant de la bataille d'Angleterre. Ce Spitfire sortit de la chaîne de production de Castle Bromwich en août 1941 et fut livré au squadron 222 au sein duquel il vola de nombreuses années. À partir de 1947, il participa à des courses de vitesse avant un atterrissage raté qui mit un terme à sa carrière de compétiteur. Suite à sa restauration par l'usine Vickers, il rejoignit à nouveau les rangs de la RAF en 1965, place qu'il conserve encore aujourd'hui. En 2003, ce Spitfire Mark V fut peint aux couleurs de la Desert Air Force. Durant les premières années de la guerre, bien que la priorité fût de conserver un maximum de Spitfire pour la défense du sol national, les Britanniques lancèrent une grande campagne à travers le désert du nord de l'Afrique. Mais en 1942, la pression de la Luftwaffe au-dessus de l'Angleterre s'atténua et la production permit que des Spitfire puissent être envoyés sur d'autres fronts. Les premiers Spitfire arrivèrent en Afrique du Nord en avril 1942 au sein du Squadron 145. Il s'agissait du Mark V-B, équipé d'hélices quadripales à pas variables et deux mitrailleuses de 12-7 remplaçaient l'armement habituel. Le moteur Merlin fut préparé de manière à augmenter sa puissance à haute altitude. Ce Spitfire porte la livrée du Squadron 224 qui prit part au combat durant la campagne de Tunisie en 1943. Bien que le Spitfire soit reconnu pour ses combats à travers les cieux européens, il jouera également un rôle important en protégeant la flotte alliée en mer. Avant la guerre, la société Supermarine proposa au ministère de la Marine une version navale de son chasseur vedette. Mais en 1940, Winston Churchill avait ordonné que la totalité de la production soit consacrée à la défense du pays. La Navy attendrait donc. Mais le Spitfire ne pourra jamais se révéler un avion performant en matière de porte-avions. Son long nez limitait la visibilité, faisant donc de cet appareil un avion particulièrement difficile à manœuvrer sur les ponts des petits porte-avions britanniques. Le train d'atterrissage était également bien trop fragile et bien trop étroit pour supporter les violents atterrissages que les pilotes de la Navy avaient parfois à effectuer. Mais une fois dans les airs, le Spitfire version navale se révéla au moins aussi efficace que ses cousins de l'Air Force. Et malgré les inconvénients énumérés, le Seafire fut l'un des plus formidables appareils à moteur à piston à jamais voler. Le premier Seafire fut basé sur le Mark V, mais renforcé pour être catapulté et muni d'un train d'atterrissage élargi afin de réduire les risques de renversement. L'aile fut également renforcée afin de pouvoir embarquer des charges extérieures. Le Seafire Mark III, également basé sur le Spitfire Mark V, fut le premier à recevoir des ailes pliantes.
Le Mark III fut la version la plus produite du Seafire. À la fin de l'année 1941, le Spitfire fut à nouveau surclassé par l'apparition d'un nouveau chasseur allemand, le Focke-Wulf FW-190. Ce Focke-Wulf possédait non seulement un moteur BMW très puissant, mais il pouvait de surcroît virer très court. En avril 1942, 59 Spitfire furent abattus. Le mois suivant, le Messerschmitt ME-109 version G entra en service. C'était une version optimisée pour les opérations à haute altitude. Il semblait que le Spitfire avait perdu toute supériorité aérienne. Afin d'améliorer les capacités en haute altitude du Spitfire, l'aile du Mark V fut allongée. Cette nouvelle version, baptisée Mark VI, fut également dotée d'une cabine partiellement pressurisée. La verrière devint fixe et ne pouvait être larguée en vol qu'en cas d'urgence. Mais cette version ne fut pas un succès, et seulement une centaine furent assemblées. Mais par un heureux hasard, un FW-190 atterrit à Pembrey par erreur. Cela donna l'opportunité à la RAF de comparer cet avion au Spitfire Mark V, qui se révéla supérieur dans bien des domaines, mais incapable de suivre le Focke-Wulf en virage serré. Afin d'améliorer son taux de roulis, l'aile du Spitfire fut raccourcie de plus d'1 mètre. Cette nouvelle aile permit au Spitfire ainsi modifié de se montrer un peu plus rapide qu'un Mark V standard, mais surtout d'afficher un taux de roulis considérablement amélioré. Avec l'ajout d'un compresseur modifié, ce nouveau Spitfire pouvait se permettre de suivre le Focke-Wulf 190 dans ses évolutions à basse altitude. Bien que le Spitfire Mark V commença sa vie en étant mis au point dans l'urgence, il se révéla si performant qu'il se construisit plus de Mark V que n'importe quelle autre version du Spitfire. Le Spitfire Mark VIII aurait dû être le digne successeur du Mark V. Cette version introduisait les hélices à 4 pales et la série 60 du moteur Merlin, série qui concluait une légendaire lignée de moteurs d'avion. Les Merlin 61 montés sur les Spitfire Mark VIII sortaient plus de 1500 chevaux et furent dotés d'un carburateur modifié permettant des manœuvres en G négatif. Les Mark VIII furent envoyés à l'Est et en mars 1944, 7 squadrons étaient déjà équipés de Spitfire Mark VIII. Mais ce fut le Mark IX qui redonna l'avantage aux Spitfire contre ses rivaux allemands. Le Mark IX fut le dernier Spitfire équipé du Merlin et représente en quelque sorte l'ultime évolution du célèbre Mark V. Il fut lancé lui aussi dans l'urgence en attendant que le Mark VIII soit définitivement au point. On avait une possibilité de surpuissance sur le Merlin, mais uniquement pendant un très court laps de temps et uniquement à très haute altitude. Mais grâce à cette surpuissance, si on voyait un ME-109 pas trop loin, on pouvait alors le rattraper sans être vu. Et ça, c'était vraiment sensationnel. On se disait, je le rattrape, je le rattrape. Et quand on en arrivait là, on pouvait se dire que l'apprentissage était fini. On commençait alors à prendre vraiment confiance en soi. Et c'était là que cela devenait vraiment dangereux, parce que tu commençais à confondre la guerre avec un jeu. Le premier squadron à recevoir des Mark IX fut le squadron 64 à Hornchurch en juillet 1942. Le Spitfire Mark IX se révéla supérieur au Focke-Wulf 190. Pour la Luftwaffe, cette nouvelle version du Spitfire rendait obsolète le léger avantage acquis auparavant lors de raids à basse altitude organisés malgré le petit nombre de FW 190 alors disponibles.
Et au début de l'année 1943, la supériorité aérienne commença effectivement à changer de camp au fur et à mesure que les nouveaux Mark IX arrivaient. Des raids aériens purent alors être effectués au-dessus de la Manche. Raids constitués de bombardiers Boston escortés de Spitfire. Ainsi, au fur et à mesure que les Britanniques reconstituaient leurs forces, l'opposition germanique diminuait. Les forces de la Luftwaffe, tant en hommes qu'en appareils, étant de plus en plus drainées vers le front russe. Durant l'été 1943, l'US Air Force arriva en Grande-Bretagne et commença à bombarder l'Allemagne en plein jour. Durant ces bombardements diurnes, des escortes de Spitfire furent allouées aux bombardiers américains. Mais on se rendit vite compte du manque d'autonomie du chasseur anglais. Ce problème d'escorte ne fut résolu qu'avec l'arrivée des Mustang P-51. Les performances du Mustang furent considérablement améliorées quand on décida de l'équiper du moteur Merlin 61, construit sous licence par Packard. Les moteurs construits par Packard furent également installés sur les Mark IX, rebaptisés du coup Mark XVI. Plus tard, l'arrière du fuselage de ces Mark XVI fut modifié et une verrière bombée remplaça l'antique canopée d'origine pour une meilleure visibilité du pilote. Le Mark IX fut le principal appareil à combattre en Europe durant les dernières années de la guerre. Le Mark IX joua un rôle prédominant en établissant la supériorité aérienne des Alliés à travers l'Europe, et ce bien avant l'arrivée des chasseurs américains tels que Mustang, Thunderbolt ou P-38 Lightning. Le jour du débarquement, le 6 juin 1944, la RAF alignait plus de 55 squadrons équipés de Spitfire. Suite au débarquement, les Spitfire Mark IX du squadron 222 furent les premiers chasseurs alliés à opérer depuis la Normandie où ils étaient arrivés le 10 juin. Le 17 juillet, les Spitfire Mark IX mitraillèrent une voiture officielle du haut commandement allemand. À l'intérieur de cette voiture se trouvait le maréchal Erwin Rommel, commandant en chef des défenses allemandes chargé de repousser l'invasion alliée. Rommel ressortit de cette attaque aérienne en souffrant d'une fracture du crâne, blessure dont il ne se remit jamais totalement. Au début de l'année 1943, les Spitfire purent être équipés du tout nouveau moteur Griffon destiné à remplacer le Merlin. Comme le Merlin, le Griffon était un V12 suralimenté mais capable de produire d'emblée plus de 1700 chevaux. Mais le Griffon était plus long de près d'1 mètre. Et l'on dut greffer sur le capot moteur du Spitfire 2 larges protubérances afin de pouvoir y loger les nouvelles rangées de cylindres. Le Spitfire Mark XII, équipé du Griffon, permit à la RAF de posséder enfin un chasseur capable de faire jeu égal avec les Focke-Wulf à basse altitude. Au début de l'année 1944, le Mark XIV fit son apparition. La version reconnaissance photographique de ce nouvel appareil fut le Mark XIX. 2 d'entre eux volent aujourd'hui avec le musée volant de la bataille d'Angleterre. Comme ce fut souvent le cas dans l'histoire du Spitfire, les nouveaux moteurs furent accouplés aux cellules disponibles. Dans le cas présent, ce fut le Mark VIII. Afin de pouvoir profiter de la puissance du Griffon, une hélice à 5 pales fut introduite. À l'identique des Mark XVI, quelques Mark XIV reçurent les mêmes modifications de fuselage et une verrière bombée, toujours afin d'améliorer la visibilité du pilote. Le Mark XIX fut la version de reconnaissance photographique du Mark XIV.
Totalement désarmé, il possédait, avec 2500 km franchissables, l'autonomie la plus importante jamais vue sur un Spitfire. C'est d'ailleurs un Mark 19 qui sera le dernier Spitfire destiné à la RAF à sortir des chaînes de production en 1954. Le Mark 14 était un appareil extraordinaire. Il était à la fois si puissant et si bruyant que j'avais l'impression d'être sur une moto, mais une moto qui vole. Vous faisiez vraiment corps avec cet avion, mais beaucoup de puissance signifiait aussi délicat à piloter. C'était vraiment grisant, mais on pouvait aussi, par enthousiasme, en perdre le contrôle. La version Mark 18, tout comme le Mark 14, utilisait une cellule de Mark 8 équipée d'un Griffon doté d'un compresseur à double étage d'une puissance de 2300 chevaux. Ce Mark 18 reçut par ailleurs une aile capable d'embarquer plus de carburant. La 20e version du Spitfire, bien qu'apparemment très proche de ses aînés, était en fait un appareil profondément remanié. Si les ailes furent une fois de plus redessinées, le poids de cette nouvelle version était en très nette augmentation par rapport à ses prédécesseurs. Cela nécessitait donc un train d'atterrissage plus solide. Bien que le Griffon 61 ou 64, doté d'une hélice à 5 pales, soit devenu désormais la motorisation de base du Spitfire, certains furent également équipés du Griffon 85, version équipée d'un doublet d'hélice à 3 pales contrarotative. Les Mark 21 et 22 étaient plus rapides de 160 km/h que le Mark 1 originel, un progrès considérable réalisé en très peu de temps. Le Mark 24 fut la dernière version des Spitfire. Identique aux 21 et 22, on le dota cependant de l'exceptionnel canon Hispano. Ces dernières versions arrivèrent à la toute fin du conflit et virent par conséquent leur production limitée. Par rapport à l'évolution du Spitfire, comme je l'ai déjà dit, je crois que l'esprit de son créateur Mitchell a disparu après le Mark 9. J'ai volé sur le Mark 14, le 16, le 19 et le 22. Je pense que les derniers Spitfire n'étaient plus réellement des Spitfire. Mais le temps du réacteur était arrivé. Et avec lui, les jours du Spitfire désormais comptaient. Toutefois, le développement du Spitfire et du Seafire se poursuivit, au point d'être renommé avec de bien étranges patronymes tels que Spitful et Seafang. De nombreux enseignements furent tirés du développement du Spitfire. Ainsi, la mise au point de l'aile dite à écoulement laminaire servit grandement à la mise au point du premier jet de la firme Supermarine, l'Attacker. Les Spitfire furent utilisés sur à peu près tous les théâtres d'opérations alliés durant la Seconde Guerre mondiale. Aussi performant dans la supériorité aérienne que dans l'attaque au sol, le Spitfire se révéla même capable d'abattre les terribles V1 lancés sur l'Angleterre par les Allemands. À la fin de la guerre, quelques Mark 9 furent convertis en appareils biplaces d'entraînement. La production du Spitfire cessa le 20 février 1948. Quelques 20 351 Spitfire et 2 408 Seafire avaient été livrés. Les derniers Spitfire furent retirés de l'inventaire de la RAF en juin 1957. Malgré l'énorme quantité d'appareils assemblés, seule une petite cinquantaine vole encore à ce jour. Mais bien des chantiers de restauration sont à l'heure actuelle en cours. Nous avons filmé avec beaucoup d'attention un magnifique vol en formation. Des Spitfire Mark 9, Mark 16 et Mark 18
furent rejoints par un corsaire et nous avons gravé sur la pellicule ce moment inoubliable. Le chant du merlin et des rares griffons encore en service nous rappelle à chaque instant à quel point le Spitfire sut allier puissance et beauté à travers le ciel du monde entier. Et ce depuis ses premiers jours de l'été 1940, où l'Europe était à deux doigts de basculer tout entière dans l'horreur. En ce début de XXIe siècle, si un nom peut évoquer les heures de gloire les plus mémorables de la Grande-Bretagne, c'est bien celui du Spitfire.